La dictature cubaine tente de répandre la terreur avec un arsenal défaillant, justement au moment où l'étau des États-Unis se resserre sur la Havane. Et en ce mardi 26 mai 2026, le régime apparaît en criant à la résistance alors que les chiffres montrent une force militaire vieillissante, limitée et dépendante de la propagande. Le discours combatif vient de la direction communiste, passe par Mariela Castro qui affirme que Raúl Castro ne sera pas capturé vivant et se manifeste dans les actes du régime comme une tentative d'intimider Washington et de maintenir sa propre population par la peur. Mais la structure réelle est fragile. Environ 49 000 militaires actifs, 39 000 réservistes des systèmes de défense soviétiques, peu d'avions de combat, des hélicoptères limités et une force armée réduite. Qui sert davantage à contrôler le peuple cubain qu'à affronter une puissance comme les États-Unis. Des drones et avions de renseignement surveillent bases, radars, pistes et centres militaires de l'île. La Havane tente de répondre par des bravades, mais donne l'image d'une dictature acculée, exhibant de la ferraille militaire comme si c'était un bouclier de guerre. Qu'est-ce que ce régime arrive encore à maintenir debout ? Pourquoi la famille Castro a-t-elle transformé la peur des conséquences judiciaires et militaires en menace publique ? Comment une dictature sans véritable force aérienne, sans économie forte et sans énergie suffisante compte-t-elle soutenir une réponse militaire contre Trump ? Je vais tout te raconter tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Le centre de la crise se trouve à Cuba, mais la pression vient de Washington. Le gouvernement Trump a renforcé l'étau après l'inculpation de Raúl Castro aux États-Unis, accusé de crimes liés à la destruction de 2 avions civils en 1996 et 1996. La réponse du régime a eu un ton de guerre. Miguel Díaz-Canel a qualifié l'accusation de manœuvre politique pour justifier l'agression militaire. Pendant ce temps, Mariela Castro est apparue lors d'une mobilisation à la Havane, affirmant que le pays était calme, que personne ne le kidnapperait et qu'il mourrait en combattant. Les forces armées révolutionnaires de Cuba sont composées de l'armée révolutionnaire, de la marine de guerre révolutionnaire, de la défense antiaérienne et de la force aérienne révolutionnaire, ainsi que de milices territoriales et de structures auxiliaires. Sur le papier, il existe une machine militaire organisée pour défendre l'île. En pratique, les données disponibles indiquent environ 49 000 militaires actifs et 39 000 réservistes, atteignant ainsi environ 88 000 personnes mobilisables. Cela semble beaucoup pour la propagande interne, mais c'est peu lorsqu'il s'agit d'affronter une puissance militaire qui possède des porte-avions, de l'aviation embarquée, des satellites, des drones, du renseignement électronique et des bases de. L'armée cubaine reste encore le bras le plus important du régime. Il concentre la majorité des militaires et sert à la fois à la défense et au contrôle interne. C'est cette différence qu'il faut comprendre. Le régime n'entretient pas ses soldats uniquement en prévision d'une guerre contre une force étrangère. Il a également besoin de troupes pour surveiller les rues, contenir les manifestations, protéger les bâtiments du Parti communiste et empêcher qu'une crise sociale ne se transforme en révolte ouverte. Sur une île marquée par des coupures de courant, le manque de nourriture, la pénurie de carburant et la fuite des citoyens, le soldat cubain est utilisé comme révolutionnaire. Comme force vers l'extérieur et comme instrument de pression à l'intérieur. L'arsenal cubain mentionné dans les évaluations récentes semble être basé sur du matériel ancien dont beaucoup hérité de l'époque soviétique. C'est là que la propagande commence à se heurter à la réalité. L'armée de l'air cubaine est le point le plus fragile de la vitrine militaire. L'enquête citée dans les actualités indique une petite flotte d'aéronefs avec environ 5 avions de combat ainsi que des appareils de reconnaissance et d'autres capacités. Cela porterait le nombre approximatif à 9 aéronefs. En ce qui concerne les hélicoptères, il y en a 4 d'attaque et environ 7 hélicoptères polyvalents, ce qui fait un total d'environ 20 unités aériennes. Pour une dictature qui prétend affronter les États-Unis, ce chiffre est choquant. 20 unités aériennes ? Elles ne soutiennent pas une défense prolongée contre une force moderne, surtout lorsque l'adversaire parvient à cartographier les radars, les bases, les pistes et les schémas de réaction. La marine cubaine n'apparaît pas non plus comme une menace décisive. Le régime peut disposer de patrouilleurs, de moyens côtiers et d'une structure pour la défense rapprochée, mais il ne possède pas une flotte capable de disputer les Caraïbes aux États-Unis.
La fonction principale est de protéger les côtes, surveiller les mouvements aériens internes, soutenir les opérations du régime et tenter de maintenir une certaine présence autour de l'île. En cas de crise grave, la marine cubaine dépendrait davantage de la dissimulation, de la dispersion et de la résistance que d'un affrontement direct avec une force navale américaine. C'est pourquoi la rhétorique de guerre semble forte, mais l'inventaire militaire montre une capacité limitée. Le blocus brutal mentionné dans les actualités passe justement par la surveillance. Plus de 107 heures et 50 minutes de vol de renseignement auraient été effectués autour de Cuba avec des avions pilotés et des drones pour observer les bases aériennes, les bases navales et les cibles. Le renseignement surveille de près les structures de défense. Cette surveillance ne sert pas seulement à observer. Elle sert à comprendre comment le régime réagit, quels sont les points sensibles, comment les communications se comportent, quelles zones sont protégées et quelles structures fonctionnent réellement. Le régime le sait. C'est pourquoi il essaie de répondre par un discours de combat. Diaz-Canel a tenté de compléter la mise en scène en accusant Washington de chercher à créer un prétexte pour une agression militaire. Cette réponse montre la peur du régime que le procès contre Raúl Castro ne prenne une plus grande ampleur. La dictature sait qu'une accusation formelle aux États-Unis n'est pas simplement un morceau de papier. Elle peut entraîner des sanctions, arrestations, blocus, pression diplomatique, isolement des alliés et de nouvelles actions contre les structures militaires et commerciales contrôlées par l'armée cubaine. Quand Marco Rubio dit que Cuba menace la sécurité nationale à cause de ses liens avec la Chine et la Russie, le message devient stratégique, non plus symbolique. Le régime tente également de vendre l'idée d'une guerre irrégulière, comme s'il pouvait compenser le manque de puissance aérienne et navale par une résistance populaire. C'est une vieille doctrine cubaine, répartir la défense sur tout le territoire, mobiliser des milices et transformer l'île en un environnement difficile pour toute force étrangère. Mais aujourd'hui, un autre problème survient. La guerre irrégulière moderne dépend de la communication, des drones, de l'énergie, de la mobilité, de la technologie, du carburant et de la coordination. Cuba souffre de coupures de courant, de pénurie de ressources et d'une profonde crise économique. Un régime qui a du mal à assurer l'électricité chez le citoyen ordinaire aurait du mal à soutenir une réponse militaire organisée pendant longtemps. La pression américaine vise également le cœur économique et militaire de la dictature. Les forces armées cubaines ne sont pas seulement des soldats et des casernes. Elles contrôlent des entreprises, des hôtels, la logistique, le commerce, les rentrées de devises et des secteurs stratégiques par le biais de structures liées à l'appareil militaire. Lorsque Washington sanctionne des entreprises contrôlées par les militaires cubains, frappe l'élite au portefeuille qui soutient le régime. Le régime ne s'inquiète pas seulement des troupes. Il s'inquiète de l'argent, du contrôle. Pendant ce temps, la présence militaire des États-Unis dans la région augmente la pression psychologique. Et chaque déclaration de Trump force le régime à réagir. Et chaque réaction expose la différence entre le discours révolutionnaire et la capacité réelle. Ce qui se passe maintenant dépend de la prochaine décision de Washington et de la réaction de la Havane. Si le gouvernement Trump maintient la pression juridique, militaire et économique, la dictature devrait augmenter les actes publics, les discours de résistance et la propagande de défense nationale. Elle peut exhiber des troupes, montrer de vieilles armes, mobiliser la jeunesse communiste et parler de combat pour tenter de maintenir sa base interne. Mais la partie la plus sensible se trouve ailleurs. Si les États-Unis s'attaquent aux réseaux militaires, aux entreprises du régime ou aux alliés de Raúl Castro, la dictature devra choisir entre se rendre et négocier pour sa survie ou redoubler la mise. Avec une rhétorique belliqueuse que son propre arsenal n'est pas capable de soutenir. Je suis Milson Alves, global internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour, en toute vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.